Un jeune roi et une tempête qui approche. Édouard III d'Angleterre n'était qu'un adolescent lorsque la guerre avec la France a commencé. Il était devenu roi en 1327, après que son père Édouard II ait été forcé d'abdiquer. Au début, le jeune Édouard n'avait pas beaucoup de pouvoir. Sa mère, la reine Isabelle, et son allié, Roger Mortimer, gouvernaient le pays en son nom. Mais Édouard ne voulait pas être un roi marionnette. En 1330, alors qu'il n'avait que 18 ans, il prit le pouvoir lui-même. Il fit arrêter Mortimer et reprit le trône. À partir de ce moment, Édouard était déterminé à être un roi fort et puissant. Édouard avait de grands rêves. Il voulait rendre l'Angleterre plus riche, plus forte et plus respectée en Europe. Il croyait aussi que la couronne française lui revenait. En tant que petit-fils du roi Philippe IV de France, Édouard pensait avoir un meilleur droit que Philippe XVI, qui avait pris le trône à la place. Mais revendiquer une couronne et la gagner réellement étaient deux choses très différentes. En même temps, la France devenait aussi plus puissante. Le roi Philippe XVI avait le contrôle total de son royaume et une armée solide derrière lui. Il ne voulait pas abandonner sa couronne ni aucune de ses terres. La tension entre les deux pays ne cessait de monter. De petites batailles en mer et le long des frontières se produisaient de plus en plus souvent. Le commerce était interrompu, les marchands perdaient de l'argent, les gens des deux côtés commençaient à souffrir. Un gros problème entre l'Angleterre et la France concernait l'argent et la laine. La laine anglaise était très précieuse et une grande partie était vendue aux tisserands de Flandre, qui fait aujourd'hui partie de la Belgique. Les habitants de Flandre fabriquaient de beaux tissus, mais ils avaient besoin de la laine anglaise pour cela. La France voulait contrôler ce commerce et affaiblir l'économie anglaise. Le roi Philippe essaya donc d'empêcher la laine anglaise d'arriver en Flandre. Édouard n'aimait pas ça. Il décida de protéger ses partenaires commerciaux en formant de nouvelles alliances. Il conclut des accords avec des dirigeants des Pays-Bas des régions comme la Flandre, le Brabant et le Hainaut. Il leur promit aussi son aide en cas de guerre. Ces accords aidèrent Édouard à construire une armée plus grande et à gagner plus de soutien sur le continent. Pour rendre sa revendication du trône français officiel, Édouard commença à utiliser le titre roi de France en 1340. Cela empirait encore les choses. Ce n'était plus seulement une question de terre ou de commerce, c'était une lutte pour savoir qui était le vrai roi. La France vit cela comme un défi direct, et la guerre devint presque inévitable. Mais Édouard n'était pas qu'un guerrier, c'était aussi un fin stratège. Il savait que gagner une guerre contre la France ne serait pas facile. La France était plus grande, avait plus d'habitants et plus d'argent. Alors Édouard utilisa différentes tactiques. Il envoya des navires attaquer les ports français. Il mena des raids surprises dans des villes et villages français. Ces attaques semaient la peur et la confusion et rendaient plus difficile la riposte française. L'une des plus grandes forces d'Édouard était sa marine. L'Angleterre était devenue une grande puissance maritime. En 1340, la flotte d'Édouard remporta une victoire majeure à la bataille de Sluis. Ce combat naval eut lieu près des côtes de Flandre. La marine anglaise détruisit une grande partie de la flotte française, rendant difficile pour la France d'envahir l'Angleterre. Ce fut une énorme victoire qui donna à Édouard le contrôle de la Manche. Avec la mer sous contrôle anglais, Édouard pouvait maintenant envoyer plus facilement son armée combattre en France. Mais malgré ce succès, la guerre était loin d'être finie. Les Français restaient puissants et les combats allaient bientôt s'étendre sur une plus grande partie du pays. En Angleterre, Édouard travaillait dur pour garder le soutien à la guerre. Il avait besoin d'argent pour payer ses soldats et fournir ses armées. Il se tourna vers le Parlement et le peuple, demandant des impôts et de l'aide. En échange, il promettait gloire et victoire. Beaucoup d'Anglais soutenaient la guerre. Ils croyaient qu'Édouard avait le droit d'être roi de France et que la guerre apporterait richesse et honneur à l'Angleterre. Pourtant, la guerre n'est jamais simple. Les soldats souffraient, les villages étaient détruits, les familles étaient déchirées. Plus le conflit durait, plus il touchait de vie. Mais Édouard croyait que le combat en valait la peine. Il était jeune, ambitieux et prêt à se prouver comme un grand roi. Le décor était désormais prêt pour l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire.
Dans les années à venir, Édouard mènerait son armée en France et affronterait les puissants chevaliers français en combat ouvert. Ce qui arriva ensuite allait choquer le monde et montrer que les Anglais étaient une force redoutable. La guerre n'était plus une simple querelle lointaine entre rois. Elle était devenue une lutte longue et douloureuse qui allait façonner l'avenir des deux nations. Crécy et la puissance de l'Arc long. À l'été 1346, l'armée anglaise, dirigée par le roi Édouard III, était profondément en territoire français. Après des semaines de marche, de raids et de combats, elle s'arrêta près d'un petit village nommé Crécy. Édouard savait que l'armée française était proche. Il savait aussi qu'elle était plus nombreuse. Mais il avait choisi sa position avec soin. Le terrain était élevé, ouvert et sec, l'endroit parfait pour tenir tête à l'ennemi. L'armée d'Édouard était composée de chevaliers, d'infanterie et d'un grand nombre d'archers. La plupart de ces archers utilisaient l'arc long, un puissant arc en bois capable de tirer des flèches très loin et très vite. L'arc long était l'une des plus grandes armes de l'Angleterre. Simple, robuste et mortel, un archer expérimenté pouvait tirer 10 à 12 flèches par minute. Ces flèches pouvaient transpercer une armure et causer de terribles blessures. De l'autre côté, le roi Philippe VI de France commandait une force beaucoup plus nombreuse. Il avait de nombreux chevaliers en armure brillante, des arbalétriers génois et ses propres fantassins. Il pensait que ces chiffres lui assuraient la victoire. Mais les nombres seuls ne garantissent pas toujours le succès. Le 26 août 1346, l'armée française arriva près de Crécy. Fatigués après avoir marché sous la pluie, les Français ne tardèrent pas. Philippe ordonna une attaque immédiate. Ce fut une erreur. La première vague d'attaque fut menée par les arbalétriers génois. Ils avancèrent et commencèrent à tirer. Mais leurs armes étaient mouillées par la pluie et moins efficaces. Pire encore, ils ne disposaient pas de boucliers pour se protéger. Les archers anglais, postés sur la hauteur, déversèrent une pluie de flèches sur eux. Les arbalétriers furent forcés de battre en retraite. Voyant cela, les chevaliers français derrière eux s'énervèrent. Au lieu d'attendre ou de préparer une attaque mieux organisée, ils chargèrent en hâte. Ils écrasèrent leurs propres arbalétriers et foncèrent vers les lignes anglaises. Ce fut un désastre. Alors que les chevaliers français gravissaient la colline, les archers anglais continuaient de tirer. Flèche après flèche tombait comme la pluie. Les chevaux étaient frappés, les cavaliers tombaient, et l'armure ne les protégeait pas. Les arcs longs transperçaient les chevaliers en charge, brisant leur rang et leur morale. Encore et encore, les Français tentèrent d'attaquer. Chaque fois, ils furent repoussés. Le champ de bataille devint chaotique. Hommes et chevaux jonchaient le sol. Le bruit était assourdissant. Le roi français lui-même fut blessé et dut quitter le champ de bataille. À la tombée de la nuit, l'armée française était écrasée. Les Anglais avaient remporté l'une des batailles les plus déséquilibrées de l'histoire. Des milliers de soldats français furent tués, dont beaucoup de nobles et de chevaliers. Les Anglais, eux, perdirent seulement quelques centaines d'hommes. Mais pourquoi cette bataille fut-elle si importante? D'abord, elle montra la puissance de l'arc long. Pendant des siècles, les chevaliers en armure avaient dominé les champs de bataille. Formés dès l'enfance au combat, ils disposaient des meilleures armes et protections. Mais désormais, de simples archers armés d'arcs en bois les avaient vaincus. L'arc long était moins cher, plus rapide et plus meurtrier. Il changea la façon dont les guerres se faisaient. Ensuite, la bataille de Crécy prouva que la stratégie et la planification sont aussi cruciales que le courage. Édouard avait choisi l'endroit idéal pour se battre. Il avait bien entraîné ses hommes et tiré profit du terrain. Les Français, eux, avaient foncé dans la bataille sans plan clair. Enfin, cette victoire donna à l'Angleterre le contrôle du nord de la France. Après cette victoire, Édouard marcha vers Calais, un port français important sur la côte. Il y commença un long siège qui dura presque un an. En 1347, Calais se rendit et l'Angleterre prit possession de la ville, qui resta anglaise pendant plus de 200 ans. Cette victoire renforça aussi la confiance d'Édouard et de son armée.
Elle le fit paraître fort dans son pays et puissant en Europe. D'autres souverains commencèrent à le voir comme un leader sérieux, pas seulement un jeune roi, mais un vrai guerrier. Mais la guerre n'était pas finie. La France était blessée, mais pas vaincue. Le roi Philippe allait reconstruire son armée. De nouveaux chefs allaient apparaître des deux côtés. La bataille avait changé les choses, mais la lutte continuait. Pour le peuple français, Crécy fut une terrible défaite. Tant de familles nobles perdirent fils, pères et frères. La terre fut marquée par la guerre, et les habitants vivaient dans la peur. Ils avaient vu leurs puissants chevaliers tomber et redoutaient ce qui allait suivre. Pour l'Angleterre, ce fut un temps d'espoir et de fierté. L'arc long avait prouvé sa valeur. Le roi avait montré sa force, mais personne ne savait que cette guerre durerait encore de nombreuses années, avec bien d'autres batailles à venir. Crécy ne fut que le début d'une nouvelle manière de faire la guerre, l'ascension du prince noir. Alors que l'Europe se remettait lentement de la peste noire, la guerre de Cent Ans reprit. Beaucoup étaient morts et les royaumes affaiblis, mais le combat continuait. Un nom allait bientôt se détacher. Édouard, le prince de Galles, que l'histoire retiendrait sous le nom de prince noir. Fils du roi Édouard III d'Angleterre, le prince noir s'était déjà illustré à Crécy en 1346, combattant aux côtés de son père à seulement 6 ans. Courageux et habile, il était prêt à diriger seul quelques années plus tard. En 1355, il fut envoyé en France avec une armée anglaise pour affaiblir le royaume par une chevauchée, brûlant villages et récoltes, volant le bétail et semant la terreur. Le but était de montrer le roi Jean II comme faible et de le forcer à livrer bataille. En 1356, près de Poitiers, le roi Jean rassembla une armée massive. Les Français étaient nombreux et confiants, mais le prince noir choisit une position défensive solide sur une colline, plaçant ses archers avec soin et envoyant des messagers pour tenter la paix. Le roi Jean refusa. Le matin de la bataille, les Français chargèrent. Les archers anglais jouèrent un rôle crucial, arrêtant chevaux et hommes dans des sentiers étroits. La confusion et la discipline anglaise brisèrent l'attaque française. Après des heures de combat, l'armée ennemie se disloqua, et le roi Jean lui-même fut capturé, avec un de ses fils. La nouvelle choqua toute l'Europe. De retour en Angleterre, le prince noir devint un héros adulé. Son armure noire lui donna sans doute le surnom qui le rendit légendaire. Pourtant, la guerre continuait. Le dauphin Charles, futur Charles V, commença à reconstruire la France. En 1360, le traité de Brétigny apporta une pause. La France céda des territoires et paya une rançon pour son roi. Mais derrière cette apparente paix, tension et ambition restaient intactes. Le prince noir continuerait à jouer un rôle crucial, affrontant bientôt des défis qu'on ne résout pas avec une épée. Sa victoire à Poitiers reste un des grands moments de l'histoire anglaise, montrant que stratégie, courage et leadership peuvent triompher, même quand tout semble contre vous. Poitiers. Un roi fait prisonnier. Nous sommes en 1356. En pleine guerre entre l'Angleterre et la France, une grande bataille se prépare près de Poitiers. Ce fut l'une des plus importantes de la guerre de Cent Ans. Et ce qui s'y passa allait choquer toute l'Europe. Le roi de France lui-même fut fait prisonnier. L'armée anglaise était dirigée par Édouard, prince de Galles, le prince noir, fils du roi Édouard III. À ce moment-là, il menait une campagne dans le sud de la France, avançant rapidement, incendiant villes et récoltes et semant la peur. Ces raids, appelés chevauchées, visaient à affaiblir la France sans livrer de grandes batailles. Le roi Jean II ne pouvait tolérer cela. Il rassembla une armée bien plus nombreuse que celle des Anglais, environ 15 hommes contre 6. Beaucoup s'attendaient à une victoire facile pour la France. Mais le prince noir avait l'avantage de la stratégie, du commandement et de ses redoutables archers. Il choisit donc un terrain près de Poitiers, étroit et bordé de haies, idéal pour neutraliser le nombre supérieur des Français. Le 19 septembre, les Français attaquèrent. Les arbalétriers génois furent rapidement mis en déroute par les archers anglais. Les chevaliers chargèrent ensuite, mais leur mouvement était entravé par le terrain et les flèches anglaises.
Le prince noir lança alors la contre-attaque. La confusion gagna les rangs français, beaucoup fuirent, d'autres furent tués ou capturés. Le moment le plus spectaculaire fut la capture du roi Jean II. Il combattait courageusement, armure dorée et casque brillant, mais encerclé, il dut se rendre. Avec lui, son fils Philippe fut également capturé. Les deux furent conduits en Angleterre, traités avec respect mais prisonniers, tandis que la nouvelle de leur capture se répandait à travers l'Europe. La France sombra dans le désordre. Certaines régions étaient sans dirigeants, d'autres subissaient pillages et raids. Le dauphin Charles, futur Charles V, tenta de maintenir l'ordre, mais la tâche était immense. Pendant ce temps, en Angleterre, le prince noir devenait une légende vivante, acclamé pour sa stratégie et son courage. En 1360, le traité de Brétigny apporta une pause. La France céda une partie de son territoire et paya une rançon pour son roi, tandis que l'Angleterre promettait de ne pas revendiquer la couronne française pour un temps. Mais la paix fut fragile et la guerre n'était pas terminée. La bataille de Poitiers reste un tournant majeur de la guerre de Cent Ans, montrant la puissance anglaise et le génie du prince noir, mais aussi les tensions qui allaient bientôt ressurgir. Des troubles dans les deux royaumes, à la fin des années 1360, la paix entre l'Angleterre et la France s'était effondrée. Le traité de Brétigny avait échoué, la France renaissait sous un nouveau roi, Charles V, tandis que l'Angleterre faisait face à de graves difficultés. La guerre avait épuisé les deux royaumes, non seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans la vie quotidienne et au sein des gouvernements. Les tensions montaient des deux côtés de la Manche. En France, Charles V se montrait un dirigeant avisé et prudent. Il évitait les combats précipités et préférait s'appuyer sur ses conseillers et sur une stratégie réfléchie. Conscient que le royaume devait se reconstruire avant de regagner ses territoires, il réforma le système fiscal, renforça l'administration et constitua une armée plus efficace. Pour diriger ses forces sur le terrain, il choisit Bertrand du Guesclin. Contrairement aux chevaliers nobles habituels, du Guesclin était un soldat issu du peuple, courageux et expérimenté. Stratège habile, il privilégiait la reconquête progressive des villes et châteaux, évitant les grandes batailles où tout pouvait être perdu. Ces méthodes portèrent leurs fruits. Les Français reprirent peu à peu les territoires perdus, utilisant des attaques surprises et la coopération des populations locales. Pendant ce temps, l'Angleterre vacillait. Le prince noir, autrefois héros incontesté, était gravement malade et affaibli par ses campagnes, notamment en Espagne. Son retour en France ne permit pas de redresser la situation. Le roi Édouard III vieillissait, affaibli par la perte de proches et de conseillers. Sans leadership fort, le royaume sombrait dans la confusion. Les coûts de la guerre étaient écrasants. Les impôts augmentaient encore, provoquant colère et ressentiment dans les villes et les campagnes. Beaucoup se demandaient « Pourquoi continuer cette guerre ?» Dans les années 1370, la France reprenait l'avantage. Des villes symboliques comme Poitiers et Limoges revinrent sous contrôle français, souvent accueillies avec soulagement par les habitants. Les armées anglaises, éloignées et épuisées, peinaient à maintenir leur position, même à Calais et en Gascogne. En 1376, le prince noir mourut et Édouard III suivit l'année suivante. Son petit-fils, Richard II, monta sur le trône à seulement 10 ans. Le royaume sombra alors dans les troubles politiques. Nobles en conflit, parlement et famille royale disputant argent et pouvoir, corruption et impôts injustes provoquant la colère du peuple. En 1381, cette tension déboucha sur la révolte des paysans. Les travailleurs pauvres, excédés par les taxes et les lois oppressives, marchèrent sur Londres pour réclamer justice et de meilleures conditions de vie. La révolte fut réprimée, mais elle montra l'affaiblissement profond de l'Angleterre. La France, malgré ses victoires, restait fragile. Le pays se remettait encore des destructions et la population craignait le retour des guerres et des famines. Charles V mourut en 1380, laissant son fils Charles VI, âgé de seulement 11 ans, lui succéder. Ainsi, à la fin des années 1380,
Les deux royaumes étaient dirigés par des enfants fatigués et pauvres. La guerre de 100 ans s'enlisait, sans vainqueur clair ni paix durable. Les combats avaient changé de forme. Moins de grandes batailles, plus de luttes politiques et sociales. La guerre faisait désormais partie de la vie quotidienne, mais l'orage couvait encore, et de nouveaux chefs allaient bientôt apparaître pour tenter de changer le cours du conflit. Les Lancastre prennent la couronne. Alors que la France s'effondrait sous le règne d'un roi fou, l'Angleterre connaissait elle aussi de grands bouleversements. La famille royale avait été secouée par des querelles et des luttes de pouvoir. En 1399, le roi Richard II fut déposé par son cousin Henry Bolingbroke. Cet événement changea tout en Angleterre et porta une nouvelle dynastie au pouvoir, la maison de Lancastre. Henry Bolingbroke devint roi sous le nom d'Henri IV, premier souverain de la lignée lancastrienne. Son règne fut agité. Certains le voyaient comme un usurpateur, d'autres espéraient en lui un leadership solide. L'Angleterre dut faire face à rébellions, complots et combats internes, mais Henri IV conserva le pouvoir jusqu'à sa mort en 1413. Son fils, Henri V, monta alors sur le trône. Jeune, courageux et déterminé, il voulait prouver sa valeur et restaurer la grandeur de l'Angleterre. Pour cela, il pensait qu'il fallait reprendre la guerre contre la France. Henri observa un pays en plein chaos. Charles VI était frappé de folie, et les nobles français s'entretuaient entre Armagnac et Bourguignon. Voyant la division, Henri crut que le moment était parfait pour frapper, mais il ne se précipita pas. Il forma son armée, rassembla provisions et stratégies, et en 1415 envoya au roi de France des revendications de territoire et de reconnaissance de son droit à la couronne. Les Français refusèrent. Henri débarqua alors en Normandie et marcha vers Harfleur. Le siège fut long et difficile, avec la maladie qui frappait ses hommes, mais la ville tomba. Il voulait ensuite rejoindre Calais, mais ses troupes étaient fatiguées et malades. Les Français les attendaient près d'Azincourt, confiants dans leur supériorité numérique. Le 25 octobre 1415, la bataille d'Azincourt commença. La pluie avait détrempé le sol, ralentissant les chevaliers français. Les archers anglais décochèrent flèches sur chevaux et soldats, tandis que l'étroitesse du terrain sema confusion et chaos. Malgré leur infériorité numérique, les Anglais tinrent bon. La discipline et la stratégie d'Henri firent des ravages. Des milliers de Français furent tués ou capturés. Azincourt devint une victoire légendaire et Henri une figure historique. En France, la panique se répandit. La guerre civile entre Armagnac et Bourguignon continuait et aucun camp ne pouvait arrêter les Anglais. Henri poursuivit sa conquête, remportant soutien et territoire. En 1417, il revint avec une armée plus grande, prit ville et châteaux et força les Français à négocier. En 1420, le traité de Troyes fut signé. Henri épousait Catherine, fille de Charles VI, et serait héritier du trône de France. Ce fut un moment historique. Henri V avait réussi là où aucun roi anglais n'avait auparavant, imposant son autorité et gagnant le respect de ses ennemis. Mais la paix restait fragile. Charles VI vivait toujours, et de nombreux Français rejetaient le traité. De nouveaux défis attendaient Henri, bien plus difficiles qu'il ne l'imaginait. La guerre n'était pas terminée. Elle changeait simplement de forme. Traité de Troyes, la couronne promise. Après la victoire éclatante d'Azincourt en 1415, le roi Henri V d'Angleterre devint l'un des dirigeants les plus respectés d'Europe. Son armée avait écrasé une force française bien plus nombreuse, et il était rentré au pays sous les acclamations, les célébrations et l'admiration de ses alliés comme de ses ennemis. Mais Henri ne se contentait pas de la gloire du champ de bataille. Il voulait bien plus, la couronne de France elle-même. La France traversait une crise profonde. Le roi Charles VI, sujet à de violentes crises de folie, pouvait passer des jours sans reconnaître sa propre famille ou se souvenir qu'il était roi. La noblesse française était amèrement divisée entre deux factions rivales, les Armagnacs, fidèles au dauphin Charles, et les Bourguignons, menés par le puissant duc de Bourgogne. Au lieu de s'unir pour défendre le royaume contre les Anglais, ces groupes se faisaient la guerre, laissant le pays faible et vulnérable. Henri vit là son occasion.
En 1417, il revint en France avec une armée fraîche et bien entraînée, cette fois en visant la Normandie, une terre riche en ressources et chargée de symboles, puisqu'elle avait été le berceau de Guillaume le Conquérant avant qu'il ne s'empare du trône d'Angleterre, des siècles plus tôt. La campagne d'Henri fut méthodique. Ville après ville, les portes s'ouvraient devant lui. Sa discipline maintenait la force de son armée, tandis que la résistance française s'effritait. En 1419, la prise de Rouen, capitale de la Normandie, porta un coup décisif. Les Anglais contrôlaient désormais une vaste partie du nord de la France, pénétrant au cœur du royaume. Mais alors que les Français semblaient sur le point de s'unir, un drame éclata. Jean sans peur, duc de Bourgogne, fut assassiné lors d'une prétendue réunion de paix avec le dauphin. Ce meurtre choqua le pays et poussa son fils, Philippe le Bon, à s'allier directement aux Anglais. Cette alliance offrit à Henri exactement ce qu'il attendait. En 1420, le traité de Troyes fut signé, un véritable séisme politique. Le traité stipulait qu'Henri épouserait Catherine, la fille du roi Charles VI, et qu'à la mort de ce dernier, Henri hériterait de la couronne de France. L'accord écartait totalement le dauphin, le déclarant traître et hors la loi. Pour Henri, c'était un triomphe au-delà de toute conquête. Il n'avait pas seulement gagné des terres. On lui avait promis le trône de France. Son mariage avec Catherine fut célébré comme l'union de deux royaumes, et la naissance de leur fils sembla sceller cette promesse pour l'avenir. Mais sous la surface, la rancune couvait. De nombreux Français refusaient de reconnaître le traité, le voyant comme une trahison envers le roi légitime, le dauphin. La guerre ne prit pas fin, elle entra simplement dans une phase plus dangereuse. Puis le destin frappa durement. En 1422, alors qu'il menait une nouvelle campagne, Henri tomba malade probablement de la dysenterie et mourut à seulement 35 ans. Quelques semaines plus tard, Charles VI s'éteignit à son tour. Selon le traité, les couronnes d'Angleterre et de France revenaient alors au fils d'Henri, encore bébé, Henri VI. Un nourrisson portait désormais 2 couronnes, mais en réalité d'autres gouvernaient à sa place. En Angleterre, ses oncles assuraient la régence. En France, le dauphin refusait d'accepter le traité et rassemblait ses partisans. Le rêve d'un royaume uni se fissurait déjà, et la résistance française gagnait en force. Le traité de Troyes avait promis la paix, mais il ne fit qu'envenimer le conflit. La scène était prête pour l'un des rebondissements les plus inattendus de l'histoire. Une adolescente affirmant entendre la voix de Dieu allait bientôt bouleverser le cours de la guerre à jamais. Le siège d'Orléans, en 1428, la guerre entre l'Angleterre et la France avait atteint un point critique. Les Anglais contrôlaient une grande partie du nord de la France. Avec l'aide de leurs alliés, les puissants bourguignons, ils tenaient de nombreuses villes et cités. La France, elle, était affaiblie, divisée et presque sans espoir. Mais il restait une ville qui tenait bon. Orléans. Orléans était une grande cité stratégique située sur la Loire. Elle se trouvait entre les territoires contrôlés par les Anglais au nord et ceux tenus par les Français au sud. Si les Anglais parvenaient à s'en emparer, ils coupaient la France en deux. La route vers le reste du royaume serait ouverte. Beaucoup pensaient que si Orléans tombait, la France tomberait avec elle. En octobre 1428, l'armée anglaise, dirigée par Lord Salisbury, entama le siège de la ville. Les soldats encerclèrent Orléans, installèrent des camps et des fortins tout autour. Ils bloquèrent les routes et empêchèrent l'arrivée de nourriture et de renforts. Leur but était d'affamer la population jusqu'à la reddition. Les ingénieurs anglais construisirent aussi des tours de bois et des positions d'artillerie pour maintenir une pression constante sur les défenseurs. À l'intérieur, les habitants vivaient dans la peur. Ils avaient déjà résisté par le passé, mais cette fois, les Anglais étaient plus forts que jamais. Chaque jour, la situation empirait. La nourriture se raréfiait. Les maladies se propageaient. Même les cloches des églises, autrefois rassurantes, sonnaient désormais l'alerte. Tous attendaient de l'aide, sans savoir si elle viendrait un jour. Le roi de France, Charles VII, s'était réfugié à Chinon. Il avait peu d'argent, peu de soldats et aucun plan. Les nobles français restaient divisés. Certains avaient peur de se battre, d'autres ne faisaient pas confiance au roi ou entre eux.
personne ne semblait capable de sauver Orléans. Puis, un événement extraordinaire se produisit. Jeanne d'Arc, une adolescente venue du petit village de Domrémy, se présenta. Elle affirmait que Dieu l'avait envoyée pour sauver la France et mener le roi à la victoire. Au début, on se moqua d'elle. Ce n'était qu'une fille de paysan. Mais ses paroles étaient pleines de conviction et de passion. Elle répétait qu'Orléans devait être sauvé, que ce serait elle qui le ferait. D'une manière ou d'une autre, elle parvint à rencontrer le roi. Elle lui parla de ses visions et de sa mission. Le roi, désespéré et incertain, accepta de lui donner sa chance. Il lui fit donner une armure, un cheval blanc et le commandement d'un petit détachement. En avril 1429, Jeanne arriva devant Orléans. Elle portait une bannière, non une épée, et apportait avec elle quelque chose de plus puissant que n'importe quelle arme. L'espoir. Les habitants l'accueillirent avec des acclamations. Sa présence redonna courage aux défenseurs. Pour la première fois depuis des mois, ils crurent à la victoire. Jeanne rencontra les chefs militaires et participa aux préparatifs. Même sans formation de soldats, elle donnait des conseils et encourageait l'action audacieuse. Sous son impulsion, les Français attaquèrent les fortins anglais autour de la ville. Jeanne chevauchait avec les troupes, brandissant sa bannière. Blessée par une flèche lors d'un assaut, elle revint rapidement au combat. Son courage galvanisait les soldats. Le 7 mai, les Français lancèrent leur plus grande attaque contre le principal fort anglais, appelé les Tourelles. Le combat fut acharné. Flèches, coups de canon, affrontements au corps à corps sur le pont menant au fort. Malgré sa blessure, Jeanne exhortait ses hommes à avancer, leur assurant que la victoire était proche. À la fin de la journée, les Français prirent le fort. Les Anglais commencèrent à battre en retraite. Le siège d'Orléans venait d'être brisé. Le lendemain matin, l'armée anglaise se retira, abandonnant ses camps, ses armes et tout espoir de s'emparer de la ville. Les habitants avaient survécu. Ce fut l'une des plus grandes victoires de la guerre, non seulement pour la ville, mais pour ce qu'elle signifiait. Jeanne d'Arc, sortie de nulle part, avait tout changé. Elle avait rendu à la France l'espoir, l'énergie et la confiance. Pour les Anglais, ce fut un choc. Après des années de victoire, ils venaient de perdre face à une adolescente qui disait entendre des voix venues du ciel. Après Orléans, Jeanne devint une héroïne nationale. On l'appela la pucelle d'Orléans. On composa des chansons à sa gloire. Les soldats voulaient la suivre. Et Charles VII, autrefois hésitant, croyait désormais en elle. Mais la guerre n'était pas terminée. De nombreuses batailles restaient à livrer. La France restait meurtrie. Et le parcours de Jeanne était loin d'être fini. Orléans marqua cependant un tournant. C'était le moment où le vent commença à tourner. La France, autrefois faible et désespérée, se relevait. Et tout avait commencé grâce à une jeune fille qui croyait avoir une mission. La riposte de la France. Après la mort de Jeanne d'Arc en 1431, les Anglais pensaient avoir remporté une grande victoire. Ils croyaient qu'avec Jeanne disparue, le moral du peuple français serait brisé. Mais ils se trompaient. Au lieu d'abandonner, la France commença à se renforcer. Le courage de Jeanne avait réveillé quelque chose de profond chez les gens, et désormais, ils étaient prêts à riposter. Son histoire se répandit partout, devenant presque légendaire. Et même après sa mort, elle inspira aussi bien les soldats que les villageois. Le roi Charles VII avait été sacré grâce à Jeanne, mais après sa mort, il avança lentement. Pendant quelques années, il resta discret et prudent. Certains pensaient qu'il était faible. D'autres disaient qu'il attendait simplement le bon moment. Quoi qu'il en soit, au milieu des années 1430, Charles se mit enfin à agir. L'une de ses premières décisions intelligentes fut d'améliorer l'armée française. Auparavant, les soldats étaient souvent mal formés et mal organisés. Mais Charles apporta des changements. Il créa une armée permanente des soldats payés régulièrement et prêts à être mobilisés rapidement. C'était nouveau pour la France, qui comptait jusque-là sur les levées féodales. Il plaça aussi de meilleurs commandants à la tête des troupes, beaucoup étant des vétérans expérimentés qui avaient combattu aux côtés de Jeanne ou contre les Anglais pendant des années. Ces nouveaux chefs savaient mener la guerre avec plus de stratégie et éviter les erreurs du passé. Un autre changement important concerna la gestion de l'argent. La guerre coûte cher,
et auparavant la France avait du mal à payer ses troupes. Mais Charles travailla avec les villes et les nobles pour collecter les impôts de façon plus équitable. Avec cet argent, l'armée disposa de nourriture, d'armes et de chevaux. Les marchands commencèrent à fournir de meilleures armures et des arbalètes plus fiables. Peu à peu, la France recommença à gagner. En 1435, un événement majeur survint. Le puissant duc de Bourgogne, qui avait soutenu les Anglais, changea de camp. Il fit la paix avec le roi Charles lors du traité d'Arras. Ce fut un coup dur pour l'Angleterre. Sans le soutien de la Bourgogne, leur emprise sur le nord de la France commença à s'affaiblir. Ils perdirent des alliés, des ressources, et commencèrent à perdre espoir. Charles saisit alors sa chance. Les Français reprirent villes et cités, l'une après l'autre. En 1436, ils reprirent Paris, la capitale. C'était un symbole fort. La ville était sous contrôle anglais depuis des années, et sa libération redonna énergie et fierté au peuple. Les cloches sonnèrent, les marchés rouvrirent, et les bannières fleur-de-lysée flottèrent de nouveau sur ses remparts. Les victoires s'enchaînèrent. Les Français reprirent Chartres, Rouen et d'autres lieux stratégiques. Les Anglais furent repoussés toujours plus loin. Ils conservaient Calais et quelques places fortes, mais le rêve de régner sur la France leur échappait. Charles s'efforça aussi d'unifier son royaume. Pendant des années, certaines régions de France avaient agi comme des pays indépendants, dirigés par des ducs ou des seigneurs. Charles voulait que tous se sentent français et non simplement attachés à leur province. Il réunit les chefs locaux, établit de nouvelles lois et encouragea la paix à l'intérieur du royaume. Pendant ce temps, l'Angleterre connaissait ses propres difficultés. Henri VI était devenu roi alors qu'il n'était encore qu'un bébé, après la mort de son père Henri V en 1422. Dans les années 1440, Henri était un jeune homme mais il était faible, réservé et souvent malade. Il n'avait rien de la force de son père. Certains jours, il ne pouvait même pas parler ou comprendre ce qui se passait autour de lui, et ses absences plongeaient le gouvernement dans l'immobilisme. Le pouvoir anglais était divisé, les nobles se disputaient, les impôts augmentaient, le peuple en avait assez de la guerre. Beaucoup se demandaient pourquoi ils combattaient encore en France alors que leur propre pays allait si mal. La France, elle, retrouvait vie. À chaque victoire, le roi Charles gagnait en confiance auprès de son peuple. Les paysans revenaient cultiver leurs terres, les villes se reconstruisaient. Le commerce et les marchés reprenaient. Forgerons, tisserands et tailleurs de pierre retrouvaient du travail. Les années de tristesse n'étaient pas finies, mais l'avenir semblait plus lumineux. L'un des derniers grands bastions anglais était la Normandie, région où Henri V avait autrefois mené campagne. En 1449, les Français lancèrent une attaque massive sur la région. En un an à peine, ils la reprirent. Les Anglais furent stupéfaits. La Normandie était à eux depuis des décennies, mais elle était perdue. Puis, en 1451, les Français prirent Bordeaux, grande ville de Gascogne. C'était l'une des possessions anglaises les plus anciennes et les plus riches en France, célèbre pour son commerce de vin avec l'Angleterre. La guerre semblait presque terminée, mais les Anglais n'avaient pas complètement renoncé. En 1452, ils lancèrent une dernière campagne pour reprendre la Gascogne. Au début, il sembla qu'ils allaient réussir. Ils reprirent Bordeaux et certains parlèrent même d'un retour en force. Cependant, le coup final arriva en 1453 à la bataille de Castillon. Les Français, utilisant de nouvelles armes comme de lourds canons de bronze, écrasèrent l'armée anglaise. Le général anglais John Talbot, l'un de leurs commandants les plus célèbres, fut tué au combat aux côtés de son fils. C'en était fini des espoirs anglais en France. Avec cette bataille, la guerre de Cent Ans prit fin. L'Angleterre avait perdu presque toutes ses terres en France, sauf Calais. Le reste appartenait de nouveau aux Français. Cette guerre avait été longue et douloureuse. Mais la France s'était relevée, et le peuple, autrefois divisé et hésitant, avait retrouvé sa force. Les dernières batailles et la fin de la guerre, après plus de 100 ans de combat, l'Angleterre et la France étaient épuisées. Les peuples avaient vu trop de guerres, trop de morts et trop de souffrances. Les grandes batailles,
Les alliances changeantes et les longues marches avaient laissé des traces partout. Et pourtant, même à l'approche de la fin, quelques batailles restaient à livrer avant que les armes ne se taisent complètement. Au début des années 1450, la France était devenue bien plus puissante. Le roi Charles VII avait reconstruit l'armée et renforcé les défenses du royaume. Il disposait de meilleures armes, de soldats entraînés et de puissants canons capables d'abattre des murs autrefois jugés imprenables. L'Angleterre, en revanche, était en pleine désunion. À ce stade, elle ne contrôlait plus que quelques territoires en France. Le plus important était Bordeaux, dans la région de Gascogne. Les habitants de Bordeaux entretenaient de vieux liens avec l'Angleterre et préféraient même, pour beaucoup, son autorité. Mais lorsque les Français prirent la ville en 1451, le choc fut énorme pour les Anglais. Cette perte fut vécue comme un coup fatal, presque comme la fin de tout ce pour quoi ils s'étaient battus. Pourtant, ils décidèrent de tenter une dernière reconquête. En 1452, un commandant anglais respecté, John Talbot, mena une nouvelle armée vers la Gascogne. Il débarqua avec ses troupes et reprit rapidement Bordeaux. La population l'accueillit chaleureusement, et pendant un court instant, l'espoir d'un retour anglais sembla possible. Mais la France était prête. Charles VII rassembla ses forces et les envoya vers le sud pour en finir une bonne fois pour toutes. Les deux armées se rencontrèrent à Castillon en 1453. Ce qui s'y déroula allait sceller le sort de la guerre. Les Français avaient beaucoup appris au fil des années. À Castillon, ils ne se contentèrent pas d'attendre l'attaque d'un château ou d'une ville. Ils installèrent un camp solidement fortifié avec murs, tranchées et canons. Lorsque Talbot arriva, il ne se rendit pas compte de l'ampleur de la préparation ennemie. Persuadé qu'il pourrait surprendre et vaincre rapidement, comme il l'avait fait par le passé, il se trompa lourdement. Dès l'assaut lancé, les Français ouvrirent un feu nourri de canons. Le champ de bataille se transforma en chaos. Le cheval de Talbot fut abattu, le jetant à terre. Bien qu'il fût âgé, il tenta de continuer le combat, mais il fut tué, ainsi que son fils et une grande partie de ses soldats. La défaite de Castillon fut écrasante. L'armée anglaise fut anéantie. Les habitants de Bordeaux, voyant qu'il n'y avait plus d'espoir, se rendirent à nouveau aux Français. Ce fut le coup de grâce. L'Angleterre venait de perdre la Gascogne, l'un de ses derniers et plus anciens fiefs en France. Après Castillon, il n'y eut plus de grandes batailles. La guerre ne se termina pas par un grand traité ou un accord signé. Elle s'éteignit peu à peu, chaque camp se concentrant sur ses problèmes internes. En Angleterre, la guerre civile des Deux Roses commençait. En France, Charles VII travaillait à consolider le royaume qu'il avait sauvé. La seule ville française encore aux mains des Anglais était Calais, qu'il conserverait pendant encore un siècle, jusqu'en 1558. Mais pour le reste, tout était perdu. La guerre de Cent Ans s'était enfin terminée. Elle avait débuté en 1337 pour une querelle de succession au trône de France. Elle avait vu se succéder rois et reines, des batailles légendaires comme Crécy, Poitiers ou Azincourt, et l'émergence de figures marquantes comme le Prince Noir et Jeanne d'Arc. Elle avait apporté de nouvelles armes, de nouvelles tactiques et une nouvelle manière de faire la guerre. Mais, plus que tout, elle avait apporté son lot de souffrances. Des villages avaient été incendiés, des populations affamées, des familles brisées. Certaines régions de France mirent des générations à se relever. En Angleterre, la défaite provoqua colère et division interne. Pourtant, ce conflit façonna profondément les deux pays. Il rendit la France plus forte, plus unie et prête pour l'avenir. Et il changea aussi l'Angleterre, qui abandonna ses rêves de domination continentale pour se tourner vers son île et, plus tard, vers les mers lointaines. À la fin de la guerre de Cent Ans, l'Europe n'était plus la même. L'ère des chevaliers déclinait. Les canons et la poudre avaient transformé à jamais l'art de la guerre. Les rois détenaient plus de pouvoir que jamais, et la voix du peuple commençait à se faire entendre. La longue guerre était finie, mais son ombre continuerait de planer sur l'Europe pendant de longues années. Alors que la guerre s'achevait en France, un nouveau conflit éclatait en Angleterre. De puissantes familles se disputaient la couronne.
Les plus importantes étaient les maisons de Lancastre et d'York. Ce conflit allait se transformer en une nouvelle guerre, la guerre des Deux Roses. Une guerre civile qui durerait des décennies et infligerait encore plus de souffrances au peuple anglais. En France, l'ambiance était tout autre. Le peuple avait beaucoup souffert, mais désormais régnait un sentiment de victoire et de fierté. Le roi Charles VII avait prouvé qu'il était un véritable souverain. Il avait reconstruit l'armée, réformé le système fiscal pour la financer, chassé les Anglais et uni une grande partie du pays. La France commençait à se renforcer, les villes se reconstruisaient, les routes rouvraient, le commerce reprenait, le peuple pouvait enfin se reposer après un siècle de combats. Mais le prix de la guerre avait été lourd. Des milliers de morts, des villages brûlés, des familles déchirées, même avec la victoire. Il faudrait longtemps pour guérir les blessures laissées par le conflit. La guerre de Saint-Anse ne s'acheva pas par un traité de paix. Aucun accord final ne fut signé. Elle s'éteignit peu à peu, les deux camps se tournant vers leurs propres problèmes. Pour l'Angleterre, ce fut la guerre civile. Pour la France, la reconstruction. Mais cette guerre avait changé les deux pays à jamais. Elle avait transformé la façon dont ils se voyaient eux-mêmes et percevaient l'autre. Elle avait modifié la manière de faire la guerre, de gouverner et de vivre. Les nouvelles armes, comme l'artillerie à poudre, allaient marquer les conflits à venir. Et même si la guerre était finie, ses effets allaient durer encore des générations. Pour les Anglais, le rêve de régner sur la France était éteint. Il ne restait qu'un souvenir de gloire passée et de pertes présentes. Pour les Français, la victoire apportait l'espoir et la possibilité d'un nouveau départ. La guerre de Saint-Anse était enfin terminée, mais l'histoire de son héritage ne faisait que commencer. Un royaume divisé, les germes du conflit. Tout a commencé par un problème. Qui devait être roi? Bien avant que la guerre de Saint-Anse ne débute, l'Angleterre et la France étaient déjà liées d'une manière étrange. Des rois d'Angleterre possédaient des terres en France et certains pensaient même avoir le droit de régner sur les deux pays. Cela créait des tensions qui s'aggravaient peu à peu. En 1328, le roi de France mourut sans fils. Il s'appelait Charles IV. N'ayant pas d'héritier mâle pour monter sur le trône, beaucoup se demandèrent qui serait le prochain roi. Un homme pensait avoir la réponse: Édouard III, le jeune roi d'Angleterre. Édouard n'avait que 15 ans à l'époque, mais il était le petit-fils d'un ancien roi français. Il croyait que cela lui donnait un droit solide à la couronne française. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Les dirigeants français dirent qu'Édouard ne pouvait pas être roi de France parce qu'il n'était pas un héritier mâle direct. À la place, ils donnèrent la couronne à Philippe VI, un cousin du roi défunt. Il venait de la famille royale française et semblait être le choix le plus sûr. Le peuple français l'accepta, mais Édouard n'oublia pas ce qui s'était passé. Au début, Édouard ne riposta pas. Il était jeune et avait déjà assez de problèmes à gérer en Angleterre. Mais au fond de lui, il croyait que les Français lui avaient volé ce qui lui revenait de droit. Au fil des années, cette colère grandit. Cela n'aidait pas non plus que la France et l'Angleterre se disputaient régulièrement à propos du commerce, des frontières et de la possession de certaines terres. Une région en particulier posait beaucoup de problèmes, la Gascogne, une région riche et importante du sud-ouest de la France. L'Angleterre la contrôlait depuis de nombreuses années, mais la France la voulait de retour. Les deux pays avaient aussi des styles de gouvernement très différents. En Angleterre, les rois avaient souvent besoin de l'aide des nobles et du Parlement pour prendre de grandes décisions. En France, le roi avait plus de pouvoir et régnait de manière plus directe. Cela voulait dire que quand il y avait des disputes, il était difficile de les régler pacifiquement. L'argent jouait aussi un rôle important. Les deux pays croissaient rapidement et leurs dirigeants avaient besoin d'argent pour faire tourner les choses. Ils taxaient leur population et cherchaient des moyens d'augmenter leur richesse. La guerre était une façon d'y parvenir. Si un roi pouvait prendre des terres à un autre pays, il pouvait gagner en pouvoir et en richesse. L'idée de la guerre devenait donc de plus en plus tentante. En 1337, tout éclata enfin. Édouard III déclara officiellement qu'il était le vrai roi de France.
Ce geste audacieux choqua beaucoup de monde, mais il avait du sens après des années de tension. Le roi français Philippe VI répondit en retirant la Gascogne aux Anglais. Ce fut la goutte d'eau. Édouard sentit que c'était une attaque directe et ne vit pas d'autre choix que de faire la guerre. Et ainsi commença la guerre de Cent Ans. Ce n'était pas seulement une question de couronne, c'était une question de fierté, de pouvoir, de terre et d'histoire. Deux grandes nations allaient maintenant se battre pour savoir qui devait régner et quel avenir elles voulaient. La guerre allait durer plus d'un siècle, même si personne ne le savait alors. Le début de la guerre fut marqué par de petites batailles, des raids et des combats en mer. Ce fut un démarrage chaotique, avec les deux camps qui s'observaient. Les populations des deux pays souffraient, leurs villages étaient pillés et leurs champs détruits. Pourtant, pour les rois et les nobles, c'était l'occasion de montrer leur force. Mais derrière tous ces combats, il y avait un problème plus profond, deux royaumes incapables de s'entendre sur qui devait diriger. La question de savoir qui devait régner en France avait commencé comme un débat juridique, mais elle devint une bataille qui allait façonner l'Europe pendant plus d'un siècle. En avançant, nous verrons comment cette guerre a changé la vie de tous ceux qui y participèrent, des rois dans leurs palais dorés aux paysans dans leurs champs boueux. Ce qui avait commencé comme une lutte pour une couronne devint bien plus grand. Cela créa des héros, détruisit des villes et changea le cours de l'histoire. Voici l'histoire de la guerre de Cent Ans. Et tout commença par une question simple mais dangereuse. Qui devait être roi? La guerre commence. Bataille navale et raid. Lorsque la guerre éclata enfin entre l'Angleterre et la France, elle ne débuta pas par une grande bataille. Au contraire, elle commença par des combats plus petits, sur terre et en mer. Les deux camps tentaient de s'affaiblir mutuellement par des attaques rapides, des raids et des mouvements surprises. Les premières années de la guerre furent pleines de ce genre d'affrontements. Personne ne le savait encore, mais ce n'était que le début d'un conflit long et douloureux. L'un des premiers combats majeurs eut lieu en mer. En 1340, la bataille de Sluis devint un tournant. Le roi Édouard III mena la flotte anglaise contre la marine française près du port de Sluis, proche des côtes de Flandre. Les Français alignaient plus de 200 navires, prêts au combat. Ils avaient attaché leurs bateaux ensemble pour empêcher les Anglais d'entrer dans le port. Mais Édouard avait un plan. Les navires anglais étaient plus rapides et mieux adaptés au combat. Ils s'approchèrent de près, envoyèrent des soldats à bord des bateaux français, transformant la bataille navale en combat rapproché. Ce fut un combat féroce et sanglant. À la fin de la journée, la plupart de la flotte française avait été détruite ou capturée. Cela donna à l'Angleterre le contrôle de la Manche. Cela signifiait aussi que la France ne pouvait plus envahir facilement l'Angleterre. Ce fut une énorme victoire pour Édouard. Avec la mer désormais sous contrôle anglais, Édouard pouvait envoyer plus facilement ses armées de l'autre côté de la Manche. Il commença à lancer des attaques le long de la côte française. Ces attaques s'appelaient des chevauchées. C'étaient des raids rapides visant à brûler des villages, voler des provisions et effrayer l'ennemi. Le but était de nuire à l'économie française et d'affaiblir le soutien du peuple envers leur roi. En 1346, Édouard débarqua en Normandie avec une grande armée. Ils traversèrent la campagne française en brûlant des villes et en détruisant les récoltes. Il ne s'agissait pas seulement de combattre des soldats, c'était aussi pour faire souffrir la terre et les habitants, rendant plus difficile la résistance française. Les villages français furent brûlés jusqu'au sol, et les habitants s'enfuirent, terrifiés. L'armée d'Édouard avançait rapidement et atteignit la ville de Caen. Les forces anglaises prirent d'assaut la ville et la capturèrent après de durs combats. Cela choqua beaucoup de monde en France. Caen était une ville riche et puissante, et sa perte fut un coup dur. Mais Édouard n'avait pas fini. Il continua sa marche à travers la France, se dirigeant vers la rivière Somme. Pendant ce temps, le roi français Philippe VI rassembla une grande armée pour arrêter les Anglais. Il suivit Édouard, espérant le piéger près de la rivière. Pendant un temps, on crut qu'Édouard pourrait être coincé. Les ponts sur la rivière avaient été détruits, et ces hommes étaient fatigués et manquaient de vivres. Mais les Anglais trouvèrent un gué, un endroit peu profond où ils purent traverser.
Ils passèrent de justesse et en toute sécurité. Avec les deux armées désormais proches, une grande bataille allait bientôt commencer. Mais avant cela, Édouard avait besoin de repos et de préparation. Il choisit un endroit appelé Crécy pour faire face à l'ennemi. Là, il établit une position forte sur une colline, prêt à affronter tout ce que les Français pourraient lui envoyer. Avant la grande bataille, cependant, les petits raids continuaient partout en France. Les navires anglais attaquaient les villes côtières. Les alliés anglais en Flandre et dans les Pays-Bas menaient leurs propres combats. La guerre s'étendait et touchait de plus en plus de vies chaque année. Les Français, eux aussi, tentaient de riposter. Ils envoyaient des navires pour attaquer les ports anglais. Ils essayaient de gagner le soutien de l'Écosse, espérant que les Écossais attaqueraient l'Angleterre par le nord. Parfois, leur plan fonctionnait. Mais souvent, les Anglais étaient mieux préparés. Cette phase de la guerre montrait que ce n'était pas seulement une lutte entre deux rois. Il s'agissait aussi de commerce, de territoire et de survie. Les villages éloignés des champs de bataille souffraient encore. Les paysans perdaient leurs maisons, les villes perdaient leurs biens, les gens ordinaires payaient le prix de la guerre. Au milieu de tout cela, Édouard s'imposa comme un chef intelligent et audacieux. Il ne comptait pas seulement sur la force. Il utilisait des tactiques habiles, des mouvements rapides et une bonne organisation. Sa maîtrise de la mer lui donnait un grand avantage, et ses raids montraient clairement que l'Angleterre était déterminée à gagner. Pourtant, la guerre ne faisait que commencer. Les premiers raids et victoires navales donnèrent un bon départ à l'Angleterre, mais la France était loin d'être battue. Une grande bataille approchait une bataille qui montrerait au monde à quel point l'armée anglaise pouvait être puissante. La bataille de Crécy allait bientôt avoir lieu. Ce serait l'une des batailles les plus célèbres de l'histoire et un moment qui changerait le cours de la guerre. Mais avant ce jour-là, les populations de France et d'Angleterre ressentaient déjà le lourd prix d'un conflit sans fin en vue. La peste noire interrompt la guerre. Après la grande victoire anglaise à la bataille de Crécy en 1346, la guerre a continué un moment. Le roi Édouard III et son armée se sont ensuite dirigés vers le port français important de Calais en 1347. Il a fallu presque un an de combats et d'attente, mais la ville a finalement capitulé. L'Angleterre avait maintenant une base solide dans le nord de la France. On avait l'impression que l'Angleterre gagnait. Mais alors que les deux pays se préparaient à reprendre la guerre, quelque chose d'horrible est arrivé, quelque chose qu'aucune armée ne pouvait combattre ni arrêter. Une maladie mortelle a débarqué en Europe, et elle s'est répandue plus vite que jamais. On l'appelait la peste noire. La peste noire venait d'Asie et avait voyagé vers l'ouest par les routes commerciales. Elle se propageait par les navires, les marchés, les animaux, et même par les vêtements que portaient les gens. La plupart des gens pensent aujourd'hui qu'il s'agissait d'une sorte de peste causée par des bactéries transportées par des puces sur des rats, mais à l'époque, personne ne savait ce qui la causait. On ne voyait que la mort partout. La maladie a atteint la France en 1347 et s'est rapidement répandue. L'année suivante, elle était aussi en Angleterre. Les villes, villages et bourgs ont été durement touchés. Un jour, tout semblait normal, et le lendemain, des familles entières étaient malades ou mourantes. On l'appelait la peste noire à cause des taches noires qu'elle laissait sur la peau. D'autres l'appelaient simplement la grande peste. Les symptômes étaient terribles. Les gens avaient des fièvres soudaines, des gonflements au cou et aux aisselles, et une douleur atroce. La plupart de ceux qui l'attrapaient mouraient en quelques jours. Il n'y avait aucun remède. Les médecins ne pouvaient rien faire. Les églises étaient pleines de gens en prière, mais même ça ne l'arrêtait pas. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes tombaient malades, la vie quotidienne commença à se déliter. Les marchés fermaient, les champs restaient vides, les animaux erraient sans soin. Dans beaucoup d'endroits, il n'y avait pas assez de monde pour enterrer les morts. Des villages entiers disparurent. On avait l'impression que c'était la fin du monde. En Angleterre comme en France, la peste noire a stoppé la guerre. Les armées ne pouvaient pas se rassembler quand les soldats mouraient de la maladie. Les navires restaient au port. Les dirigeants concentraient leur énergie à sauver leur peuple, pas à gagner des batailles. Certains pensaient que la peste était une punition de Dieu. D'autres accusaient les étrangers, les voyageurs ou même les étoiles. La peur se transforma en colère.
Parfois, des groupes attaquaient ceux en qui ils n'avaient pas confiance, espérant ainsi stopper la maladie. Mais ça ne marchait pas. La mort continuait. On estime que la peste noire a tué entre un tiers et la moitié de la population européenne. En Angleterre, certaines villes perdirent plus de la moitié de leurs habitants. En France, ce fut tout aussi terrible. La guerre qui semblait si importante paraissait maintenant lointaine. Mais même dans le désastre, la vie continuait lentement. Après le pire de la peste vers 1351, les gens commencèrent à reconstruire. On replanta les champs, les marchés rouvrirent, les églises reprirent leurs offices, mais rien n'était plus comme avant. Avec tant de gens partis, il y avait moins de travailleurs. Cela donna plus de pouvoir aux paysans et aux gens du commun. Ils purent demander de meilleurs salaires et un meilleur traitement. Certains propriétaires terriens acceptèrent, d'autres refusèrent. Cela provoqua des troubles et des protestations dans les années qui suivirent. Pour les rois et les nobles, la peste noire changea leur façon de voir la guerre. Ils avaient perdu non seulement des soldats, mais aussi des membres de leur famille et des conseillers importants. Reformer des armées prit du temps. Il était plus difficile de collecter de l'argent et de trouver des hommes en bonne santé pour combattre. En Angleterre, le roi Édouard III dut faire face à la perte de nombreux soutiens fidèles. En France, le roi Philippe VI mourut en 1350. Son fils, Jean II, devint le nouveau roi. Mais le pays restait faible et plein de peur. La peste noire avait secoué le royaume jusqu'au plus profond. Pendant quelques années, la guerre ralentit. Il y eut encore des petites batailles et des raids, mais rien de comparable à Crécy ou Calais. Les gens étaient fatigués, malades et en deuil. La guerre ne semblait plus glorieuse. Elle paraissait plutôt être une autre cause de souffrance. Pourtant, même après une telle tragédie, le combat entre l'Angleterre et la France n'était pas fini. Les deux camps croyaient toujours avoir le droit de régner. Tous voulaient des terres, du pouvoir et de la fierté. Et bientôt, la guerre recommencerait. Le retour au combat amènerait de nouveaux chefs, de nouvelles batailles et de nouvelles histoires de bravoure et de perte. Mais pour un temps, la peste noire fut plus forte que les épées et les arcs. Elle rappela à tout roi, soldat et paysan que personne n'est à l'abri de la puissance de la nature. Ce qui avait commencé comme une lutte pour une couronne était devenu quelque chose de plus. C'était une longue et douloureuse lutte, façonnée non seulement par des hommes mais aussi par la maladie, la mort et la volonté de survivre. La guerre continuerait, mais elle ne serait plus jamais la même. Paix et temps incertains. Après la bataille de Poitiers en 1356, la guerre entre l'Angleterre et la France commença à ralentir. Les Anglais avaient remporté une victoire majeure et détenaient le roi de France, Jean II, prisonnier à Londres. Cela leur donnait un grand pouvoir. Mais gagner des batailles n'est pas la même chose que gagner une guerre. Les deux pays étaient épuisés et avaient besoin de paix. En 1360, un accord fut finalement trouvé, le traité de Brétigny. Selon cet accord, l'Angleterre recevait une grande partie du territoire français. Elle conservait Calais et obtenait le contrôle total des régions autour de Bordeaux et de la Gascogne, des terres riches qui renforçaient sa position. En échange, Édouard III d'Angleterre renonçait à revendiquer la couronne de France au moins temporairement. La France devait aussi payer une rançon énorme pour récupérer son roi. 3 millions de pièces d'or, versées progressivement. Elle remit des otages à l'Angleterre, dont certains membres de la famille royale, pour garantir le respect de l'accord. La signature du traité apporta un espoir de paix, mais celle-ci fut fragile. Les Français regrettaient la perte de leurs terres. Les Anglais se méfiaient de leur ancien ennemi, et le peuple, surtout en France, continuait de souffrir. Les campagnes étaient dévastées. Fermes brûlées, villes pillées, routes dangereuses. Des bandes de soldats sans emploi, appelées grandes compagnies, erraient dans le pays, pillant et terrorisant les habitants. Les impôts augmentèrent pour financer la guerre et la reconstruction, provoquant colère et ressentiment. En 1358, la révolte paysanne de la Jacquerie éclata dans le nord de la France. Fatigués par les guerres et les taxes, les paysans attaquèrent les demeures des nobles. La rébellion fut rapidement et brutalement écrasée. En Angleterre, la situation n'était pas idéale non plus. La guerre et l'entretien des territoires étrangers coûtaient très cher,
Beaucoup se demandaient si ce conflit valait encore la peine. Le prince noir, héros de Poitiers, voyait sa santé décliner après ses campagnes, notamment en Espagne, et ne pouvait plus commander comme avant. Dans les années 1360 et 1370, la paix se dégrada progressivement. Charles V, nouveau roi de France, gouvernait avec prudence. Il évitait les batailles risquées, reconstruisait le royaume, renforçait l'armée et s'appuyait sur des chefs compétents pour reprendre les territoires perdus. Pendant ce temps, les Anglais perdaient peu à peu leur emprise en France. Les terres éloignées étaient difficiles à défendre et coûtaient cher. En 1369, les hostilités reprirent. Charles V refusa de payer le reste de la rançon et déclara que le traité de Brétigny n'était plus équitable. La guerre recommença, cette fois différemment. Fini les grandes batailles comme Crécy ou Poitiers. Le conflit devint lent et épuisant. Les Français reprenaient villes et châteaux progressivement, évitant les affrontements directs et usant de stratégies pour affaiblir l'ennemi. Cette fois, la France avait l'avantage. L'Angleterre, confrontée à ses propres difficultés internes, peinait à maintenir le conflit. Un nouveau chapitre de la guerre de Cent Ans s'ouvrait, marqué par des tensions croissantes et des combats renouvelés. Le traité de Brétigny avait apporté l'espoir d'une paix durable, mais il ne suffisit pas à guérir les blessures de la guerre. Les deux royaumes en voulaient toujours plus, et la longue guerre continua. La folie de Charles VI. Après la mort de Charles V en 1380, son jeune fils Charles VI devint le nouveau roi de France. Il n'avait que 11 ans. Au début, la France espérait que la paix reviendrait et que ce jeune souverain apporterait force et stabilité. Mais les années qui suivirent furent marquées par la tristesse, la confusion et la peur. Charles VI serait connu, non pas pour de grandes victoires, mais pour avoir perdu la raison. Au début de son règne, Charles VI était trop jeune pour gouverner seul. Ses oncles prirent les rênes, cherchant à protéger la France, mais aussi à accroître leur propre pouvoir. Ils augmentèrent les impôts et dépensèrent sans compter, provoquant colère et révolte à travers le royaume. En grandissant, Charles voulut prendre le contrôle. En 1388, à 20 ans, il écarte ses oncles et choisit ses propres conseillers. La situation semble s'améliorer, mais en 1392, lors d'une sortie à cheval, il connaît une crise soudaine, confus et furieux. Il attaque ses propres hommes avant de s'effondrer. Ce ne fut que le début. Au fil des années, ces crises deviennent de plus en plus fréquentes. Il oublie sa famille, croit être fait de verre, court et hurle dans le palais. Le surnom de Charles le Fou apparaît. Le royaume, sans roi capable, tombe à nouveau sous l'emprise de nobles divisés en deux factions. Les Bourguignons, dirigés par le duc de Bourgogne, et les Armagnacs, sous le duc d'Orléans. Leur rivalité se transforme en guerre civile, villes pillées, peuple affamé, armée désorganisée, et au loin les Anglais observent. De l'autre côté de la Manche, l'Angleterre connaît aussi des troubles. Richard II est renversé en 1399 par son cousin Henri Bolingbroke, devenu Henri IV, qui doit stabiliser son royaume avant de songer à la France. Mais à sa mort en 1413, son fils Henri V monte sur le trône, fort et ambitieux, voyant une France affaiblie et divisée. Le moment idéal pour relancer la guerre et revendiquer la couronne française. Henri V croit à ses droits sur le trône et cherche gloire, terre et pouvoir. En 1415, il envahit la France avec une armée moins nombreuse mais mieux commandée qu'une France paralysée par ses querelles internes. Les chefs français, méfiant les uns des autres, ne réussissent pas à s'unir. Pendant ce temps, Charles VI reste enfermé dans son palais, parfois lucide, souvent absent. Roi, mais seulement de nom. Cette période est marquée par peur et incertitude. Paris connaît des affrontements entre Bourguignons et Armagnacs, et les campagnes souffrent des guerres et mauvaises récoltes. La France se déchire tandis que l'Angleterre se renforce. Henri V a sa chance et la saisit. La scène est prête pour une bataille légendaire qui choquera la France et fera d'Henri une figure historique. Derrière victoire et défaite, une vérité demeure. La guerre de Cent Ans n'est pas seulement une lutte de terre et de couronne, mais l'histoire d'hommes brisés, de familles éprouvées
et d'un monde qui continue de tourner même quand tout semble s'effondrer. Azincourt. Contre toute attente, la bataille d'Azincourt est l'un des moments les plus célèbres de la guerre de Cent Ans. C'est le jour où une petite armée anglaise, épuisée et malade, affronta une force française bien plus nombreuse et l'emporta. Cette bataille montra comment la stratégie, le courage et le bon timing pouvaient changer le cours de l'histoire. Elle devint une histoire racontée pendant des générations, en Angleterre comme en France. Nous sommes en octobre 1415. Le roi Henri V d'Angleterre venait déjà de prendre la ville de Harfleur, au terme d'un siège long et coûteux qui dura plus d'un mois. Son armée s'était battue durement, mais beaucoup d'hommes étaient morts de maladie, notamment de dysenterie, qui avait frappé le camp. Malgré tout, Henri voulait rejoindre Calais, un port sûr tenu par les Anglais sur la côte française. Il pensait que son armée pourrait s'y reposer, se rétablir et se regrouper avant de rentrer au pays en héros. Les hommes d'Henri entamèrent la longue marche à travers le nord de la France. Ils manquaient de vivres, étaient affaiblis par la maladie et largement inférieurs en nombre. Les routes boueuses ralentissaient la progression. Le temps était froid, humide et désagréable. La boue alourdissait leurs bottes et leur armure semblait peser plus à chaque pas, mais les soldats continuaient à avancer, portés par la confiance et la détermination de leur roi. Pendant ce temps, les Français avaient rassemblé une armée immense pour bloquer la route d'Henri. Leur chef était fier, en colère et certain de la victoire. Beaucoup étaient de riches nobles, impatients de prouver leur valeur sur le champ de bataille, vêtus de lourdes armures et montés sur de puissants chevaux de guerre dressés pour la charge. Leur but, écraser les Anglais une bonne fois pour toutes. Ils comptaient piéger Henri avant qu'il n'atteigne Calais et le forcer à se rendre ou à mourir au combat. La bataille d'Azincourt commença donc dans des conditions particulièrement difficiles. Le terrain étroit et boueux jouait un rôle crucial. Il empêchait les chevaliers français de déployer toute leur cavalerie lourde, ce qui neutralisait partiellement leur supériorité numérique. Les archers anglais, armés du longbow, devinrent l'arme décisive. Depuis les flancs, ils décochèrent des volées continues de flèches qui abattirent chevaux et soldats. La ligne française, dense et encombrée par la boue, s'embourba rapidement. Beaucoup de chevaliers furent piétinés par leurs propres hommes, incapables d'avancer correctement. Henri V, au centre de son armée, observait attentivement et ajustait sa stratégie. La discipline des Anglais et la coordination entre archers et fantassins permit de contenir les assauts français. Malgré leur infériorité numérique, les Anglais résistèrent et transformèrent leur faiblesse en force grâce au terrain, à la préparation et à la détermination. La bataille se transforma en un massacre pour l'armée française. Azincourt devint ainsi un exemple classique de victoire contre toute attente, où la tactique et le moral surpassèrent le simple nombre. Henri V, par son leadership, entra dans la légende, et ce combat resta gravé dans l'histoire comme un moment où courage et stratégie triomphèrent de la supériorité numérique. Les archers anglais furent la clé. Ils plantèrent dans le sol des pieux aiguisés pour arrêter les chevaux et attendirent en silence. Lorsque les Français avancèrent, ils déclenchèrent une pluie de flèches qui obscurcit le ciel. Les projectiles, rapides et puissants, trouvaient les interstices des armures, touchant chevaliers, chevaux et fantassins. La boue ralentissait la charge française, et l'étroitesse du champ empêchait tout mouvement efficace. De nombreux chevaliers français glissèrent et tombèrent. D'autres furent écrasés sous le poids de leurs propres troupes, tant la foule était dense. Les archers anglais continuaient de tirer, décochant des milliers de flèches en quelques minutes. Les Français tentèrent à plusieurs reprises de percer les lignes, mais en vain. Le terrain était trop étroit, la boue trop profonde et les flèches trop meurtrières. Après des heures de combat, les Anglais passèrent à l'attaque. Ils repoussèrent les Français épuisés et commencèrent à faire des prisonniers. Même des nobles de haut rang furent capturés, comme le duc d'Orléans et le maréchal de France. À la fin de la journée, des milliers de Français gisaient morts, dont une grande partie de la noblesse. Les Anglais avaient gagné. Contre toute attente, ils avaient vaincu une armée bien plus grande. Henri V venait de prouver qu'un commandement fort, une bonne stratégie et des soldats disciplinés et courageux pouvaient remporter la victoire même dans les pires conditions. La victoire d'Azincourt ne fut pas qu'un succès militaire.
Elle redonna espoir au peuple anglais, qui y vit la preuve que Dieu soutenait leur cause. Des chansons et des poèmes furent écrits, et on se souvint des noms des morts. Henri IV devint un héros, non seulement en Angleterre, mais dans toute l'Europe. Même certains de ses ennemis respectaient son habileté et son courage, et l'histoire du jour de la Saint-Crépin devint légendaire. En France, la défaite fut un choc. Les nobles se rejetèrent la faute, les vieilles rivalités s'aggravèrent, et le pays resta divisé entre Armagnac et Bourguignon. Le roi Charles VI était toujours fou et incapable de gouverner. La France se désagrégeait, et Azincourt ne fit qu'empirer les choses en brisant le moral du royaume. Henri profita pleinement de ce moment. Il rentra en Angleterre en roi victorieux, accueilli par des acclamations, des cloches d'église et de grandes célébrations. Il promit de revenir en France pour achever ce qu'il avait commencé, et il le fit. Dans les années qui suivirent, Henri lança d'autres campagnes. Il prit des villes, remporta des batailles et força les Français à signer un traité. Ce traité signé en 1420 stipulait qu'Henri deviendrait le prochain roi de France à la mort de Charles VI. Mais malgré tout ce succès, la paix ne durerait pas. De nouveaux chefs allaient se lever. D'anciens ennemis reviendraient, et une jeune fille d'un petit village allait bientôt apparaître, affirmant être envoyée par Dieu et changer le cours des événements. Azincourt fut un grand moment pour l'Angleterre, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. La guerre de Cent Ans avait encore bien des rebondissements à venir. L'héroïne de Domrémy. La France était dans une situation sombre. Son roi, Charles VI, était mort. Les Anglais affirmaient que son petit-fils, le bébé Henri VI, était désormais roi à la fois d'Angleterre et de France. Mais beaucoup de Français refusaient d'accepter cela. Pour eux, le véritable héritier était Charles, le fils du roi défunt. Il n'avait pas signé le traité de Troyes. Pourtant, Charles n'avait pas encore été couronné. Il ne disposait pas d'une armée assez puissante pour arrêter les Anglais. Beaucoup avaient perdu tout espoir. Jeanne arriva à Orléans au printemps 1429. Son apparition changea immédiatement le moral des défenseurs. La population et les soldats, épuisés par le siège, retrouvèrent courage et confiance. Jeanne ne se contentait pas d'inspirer par ses paroles. Elle accompagnait les troupes sur le terrain, guidait les attaques et restait au cœur de l'action, ce qui était extrêmement rare pour l'époque, surtout pour une jeune femme. Les Anglais, surpris par cette audace, furent incapables de s'adapter à une telle détermination. Jeanne conseilla des assauts précis et organisés, visant les points faibles de l'ennemi et utilisant la rapidité et la surprise plutôt que la force brute. En quelques jours, la garnison anglaise commença à reculer, incapable de maintenir le siège. Le 8 mai 1429, après seulement 9 jours de campagne, Orléans fut délivrée. Ce succès spectaculaire redonna espoir à toute la France et changea le cours de la guerre. Jeanne devint alors un symbole vivant. Elle incarnait la foi, la détermination et l'unité nationale. Le dauphin, encouragé par cette victoire, put enfin avancer vers son couronnement, ce qui se produisit quelques semaines plus tard à Reims, concrétisant la prophétie que Jeanne disait accomplir. Grâce à elle, la France passa d'une situation désespérée à un regain d'espoir. Jeanne d'Arc ne se contenta pas de combattre. Elle rallia le peuple, inspira les soldats et démontra que même une jeune fille issue d'un village modeste pouvait influencer le destin d'une nation entière. Ce qui se passa ensuite stupéfia tout le monde. Jeanne arriva et redonna courage aux troupes françaises. Elle était brave, déterminée et pleine de foi. Elle chevauchait avec les soldats, participait au plan d'attaque et se tenait en première ligne. L'armée française, inspirée par son énergie, attaqua avec une force nouvelle. En quelques jours, elle repoussa les Anglais et brisa le siège. Les habitants d'Orléans exultèrent. La nouvelle de la victoire se répandit rapidement. C'était le premier grand succès de la France depuis des années. Jeanne devint un symbole d'espoir. On l'appela la pucelle d'Orléans. Certains la considéraient comme un miracle venu du ciel. Mais la mission de Jeanne n'était pas terminée. Elle dit à Charles qu'il était temps pour lui d'être couronné. Il accepta.
Avec Jeanne en tête, l'armée française traversa la campagne, reprenant des villes et ouvrant la route vers Reims. C'est là que, depuis toujours, les rois de France étaient couronnés. En juillet 1429, Charles fut sacré roi Charles VII de France. Jeanne se tenait à ses côtés, tenant sa bannière. C'était un moment fort. Un an plus tôt, beaucoup avaient abandonné la France. Désormais, ils avaient leur roi, couronné grâce à l'aide d'une jeune paysanne qui croyait en sa mission. Pourtant, la guerre n'était pas finie. Les Anglais contrôlaient encore de vastes territoires, dont Paris. Jeanne voulait continuer à se battre, mais après le couronnement, son influence diminua. Certains nobles étaient jaloux. Certains nobles étaient jaloux, d'autres pensaient qu'elle en avait déjà assez fait. Jeanne continua à combattre, menant de petits groupes de soldats. Mais en 1430, lors d'une escarmouche près de Compiègne, elle fut capturée par les troupes ennemies. Remise aux Anglais, elle fut conduite à Rouen. C'est là que commença sa plus grande épreuve, non pas sur un champ de bataille, mais devant un tribunal. Les Anglais et leurs alliés la jugèrent pour sorcellerie, hérésie et port de vêtements d'homme. Ce n'était pas un procès équitable. Les juges voulaient sa perte. Après des mois d'interrogatoire et de pression, elle fut déclarée coupable. Le 30 mai 1431, Jeanne d'Arc fut brûlée vive sur la place du marché de Rouen. Elle n'avait que 19 ans. Sa mort devait briser le moral de la France. Elle eut l'effet inverse. Jeanne devint une martyre, un symbole de courage et de foi. Le peuple la retint non comme une criminelle, mais comme une héroïne. Et même si elle n'était plus là, ses actions avaient lancé un mouvement impossible à arrêter. La France avait retrouvé espoir. La guerre continuerait, mais désormais, avec une force nouvelle. Le destin d'une martyre, après la victoire d'Orléans en 1429, Jeanne d'Arc devint la personne la plus célèbre de France. On la voyait comme un miracle envoyé par Dieu. Les soldats voulaient la suivre. Les villes acclamaient son nom. Même des nobles qui l'avaient autrefois douté commencèrent à l'écouter. Jeanne avait redonné espoir à un pays brisé grâce à son courage et à sa foi. La nouvelle de ses victoires se répandit rapidement, portée par des messagers et le bouche à oreille. Et bientôt, même dans les villes tenues par les Anglais, les murmures sur la pucelle d'Orléans semaient l'inquiétude parmi les soldats ennemis. Sa prochaine mission était claire. Elle croyait qu'il était de son devoir de voir Charles, le dauphin, couronné comme le vrai roi de France. Depuis des siècles, les rois français étaient sacrés dans la ville de Reims. Mais Reims se trouvait en plein territoire ennemi. Ce serait un voyage risqué. Pourtant, Jeanne convainquit Charles d'y aller. Menée par elle, une armée française traversa la campagne. En chemin, d'autres villes les rejoignirent. Beaucoup se rendirent sans combattre. Le peuple était inspiré. Il croyait que Jeanne avait été choisie par Dieu et lui faisait plus confiance qu'à ses propres seigneurs. Le 17 juillet 1429, Charles fut sacré roi Charles VII dans la cathédrale de Reims. Jeanne se tenait à ses côtés, tenant sa bannière blanche. C'était un moment de fierté et de puissance. Elle avait fait ce qu'elle avait promis, lever le siège d'Orléans et conduire Charles à sa couronne. Mais Jeanne n'en avait pas fini. Elle voulait continuer à se battre. Elle voulait chasser complètement les Anglais de France. Son prochain objectif était de prendre Paris. Mais tout le monde n'était pas d'accord avec elle. Après le sacre, le roi Charles devint plus prudent. Certains de ses conseillers recommencèrent à douter d'elle. Ils pensaient que la guerre avait assez duré et craignaient de risquer leur nouvelle conquête. Malgré tout, Jeanne mena une attaque sur Paris en septembre 1429. L'assaut échoua. Jeanne fut blessée à la jambe par un carreau d'arbalète. L'armée dut battre en retraite. Cet échec ternit sa réputation.
Certains nobles commencèrent à dire qu'elle était trop audacieuse, trop fière, et qu'elle n'écoutait pas les ordres. Jeanne persista néanmoins. Elle mena de plus petites attaques et continua à se battre. Mais le roi ne lui apportait plus son plein soutien. Son armée était plus réduite, sa protection plus faible. Elle était devenue une héroïne, mais aussi un problème pour ceux qui détenaient le pouvoir. En mai 1430, alors qu'elle défendait la ville de Compiègne, Jeanne fut capturée par les Bourguignons, des soldats français alliés aux Anglais. Elle fut faite prisonnière et livrée aux Anglais contre une forte rançon. Ses ennemis tenaient enfin ce qu'ils voulaient. Jeanne fut emmenée à Rouen, ville sous contrôle anglais. Là commença un long procès inéquitable. Les Anglais voulaient prouver que Jeanne était une menteuse et une hérétique. Ils disaient qu'elle n'avait pas été envoyée par Dieu, mais par le diable. Ils voulaient détruire sa réputation et enlever l'espoir qu'elle avait donné à la France. Le procès fut mené par des juges ecclésiastiques favorables aux Anglais. Jeanne fut interrogée encore et encore. Elle était seule, sans avocat ni aide. On tenta de la piéger, de la troubler, de lui faire changer ses propos. Mais elle resta ferme. Elle affirma qu'elle avait entendu des voix envoyées par Dieu. Elle déclara qu'elle était innocente. On l'accusa de nombreuses choses, s'habiller en homme, parler avec des esprits, partir en guerre sans autorisation. Jeanne se défendit du mieux qu'elle put. Mais les juges avaient déjà décidé de son sort. Ils voulaient s'en débarrasser. En mai 1431, après des mois de procès, Jeanne fut déclarée coupable d'hérésie. Elle fut condamnée à mort. Le 30 mai 1431, elle fut conduite sur la place du marché de Rouen. On l'attacha à un bûcher et on la brûla vive. Elle n'avait que 19 ans. Alors que les flammes s'élevaient, des témoins dirent qu'elle appela Jésus. Beaucoup parmi la foule pleurèrent. Même certains de ses ennemis furent frappés par son courage. Un soldat anglais avoua craindre qu'il n'ait tué une sainte. D'autres affirmèrent plus tard avoir vu son cœur intact dans les cendres. Jeanne d'Arc était morte. Mais son histoire ne s'arrêta pas là. 25 ans plus tard, l'Église organisa un second procès pour examiner ce qui s'était réellement passé. Cette fois, le jugement l'innocenta. On déclara qu'elle avait été injustement exécutée. En 1920, près de 5 siècles après sa mort, Jeanne fut canonisée par l'Église catholique. Aujourd'hui, elle est l'une des figures les plus aimées de l'histoire de France. Des statues d'elle se dressent dans de nombreuses villes. Son histoire est enseignée à l'école, racontée dans les livres et connue dans le monde entier. Jeanne n'avait pas d'armée à elle. Elle n'était pas de sang royal. Elle ne savait ni lire ni écrire. Mais elle croyait en sa mission, et cette foi la rendit plus forte que quiconque ne l'aurait imaginé. Son courage contribua à sauver la France. Et même si sa vie fut courte, son esprit, lui, ne s'éteignit jamais. La chute des espoirs anglais. Au début des années 1450, il était clair que le rêve anglais de régner sur la France touchait à sa fin. Pendant plus de 100 ans, l'Angleterre avait combattu pour la couronne de France. Elle avait remporté de grandes batailles, signé des traités et même exercé sa royauté sur certaines régions françaises. Mais désormais, tout cela lui échappait. Les Anglais ne détenaient plus que quelques places importantes en France, principalement la ville de Bordeaux, en Gascogne et Calais, sur la côte nord. Ces territoires étaient précieux, mais c'était tout ce qui restait d'un royaume qui s'étendait autrefois sur la moitié de la France. La Gascogne était fidèle à l'Angleterre depuis des siècles, échangeant son vin contre des produits anglais, et Calais servait de porte d'entrée pour le commerce avec l'Europe. Perdre ces deux places fortes signifierait non seulement une défaite militaire, mais aussi une humiliation économique et politique. Le coup le plus dur arriva en 1453, à la bataille de Castillon. Les Anglais espéraient un retour en force. Ils avaient repris Bordeaux en 1452 et pensaient pouvoir renverser la situation. Mais les Français étaient prêts. Ils disposaient d'une armée renouvelée et d'armes nouvelles, surtout de puissants canons, désormais coulés en bronze pour plus de précision et de résistance. Ces armes changèrent tout. Les châteaux et murailles, autrefois considérés comme imprenables, pouvaient désormais être détruits par des décharges de fer et de feu. L'armée anglaise, menée par le général expérimenté John Talbot, tenta de stopper les Français à Castillon.
Talbot était courageux et avait remporté de nombreuses victoires grâce à la rapidité et à la surprise, même contre des forces plus nombreuses. Mais cette fois, les choses se passèrent autrement. Les Français avaient creusé des tranchées, construit des fortifications en bois et installé une lourde artillerie pour défendre leur position. Lorsque les Anglais chargèrent, ils furent accueillis par une pluie meurtrière de tirs de canon. Talbot fut tué dans la bataille aux côtés de son fils. Ce fut une perte terrible, presque symbolique, la fin de toute une génération de commandants anglais qui s'étaient battus pour la France. De nombreux soldats anglais furent massacrés et les survivants prirent la fuite. La victoire française à Castillon fut totale et définitive. Quelques mois plus tard, Bordeaux se rendit à nouveau aux Français. Avec cela, presque toutes les terres anglaises en France avaient disparu. Seule Calais restait, et elle resterait anglaise pendant encore un siècle. Mais pour le peuple anglais, le rêve de gouverner la France était bel et bien mort. Cette perte eut un immense impact en Angleterre. Pendant des générations, les rois anglais s'étaient proclamés souverains d'Angleterre et de France. Ils avaient levé des impôts et envoyé des armées outre-Manche. Désormais, après plus d'un siècle de combats, tout s'était terminé en échec. Le peuple anglais était épuisé. Il avait payé la guerre de son argent et de son sang. Des villes avaient envoyé leurs fils se battre sans jamais les revoir. Les paysans avaient abandonné leurs récoltes pour nourrir les armées. Les commerçants avaient perdu navires et marchandises à cause des raids ennemis ou des tempêtes. La guerre avait touché chaque aspect de la vie en Angleterre. Le gouvernement, lui aussi, était en difficulté. Le roi Henri XVI n'était pas un dirigeant solide. Il devenait souvent confus ou silencieux, incapable de prendre des décisions, et souffrait de crises de démence. Il n'avait rien de commun avec son père, Henri V, qui avait mené ses hommes à la gloire à Azincourt. Henri XVI, lui, semblait plus intéressé par la paix et la religion. Certains le trouvaient trop doux ou trop faible pour être roi. L'héritage d'un siècle de guerre, la guerre de Cent Ans fut l'un des conflits les plus longs et les plus marquants de l'histoire européenne. Elle commença en 1337 et s'acheva en 1453, s'étendant sur plus d'un siècle. Lorsque les combats cessèrent enfin, le monde avait changé à bien des égards. Cette guerre avait laissé des traces profondes, aussi bien en France qu'en Angleterre, des marques qui allaient façonner leur avenir pendant des générations. Pour la France, la fin de la guerre apporta un immense soulagement. Après des années de destruction, le pays commença à se relever. Les villes dévastées furent reconstruites. Les champs furent à nouveau cultivés. Le commerce reprit peu à peu. Les longues années de peur et de perte appartenaient enfin au passé, et l'espoir renaissait. Le roi Charles VII, autrefois hésitant et jugé faible, s'était imposé comme un véritable chef. Il avait formé une armée solide, reconquis les terres perdues et ramené la paix dans un royaume brisé. Ces actions contribuèrent à unir la France sous une seule couronne. Pour la première fois depuis longtemps, les Français commencèrent à se sentir membres d'une même nation. Mais le chemin vers la paix n'avait pas été sans coup. La guerre avait tué des milliers de personnes, des villages entiers avaient disparu, de nombreuses familles avaient perdu père, fils et frères, les impôts avaient été lourds et la faim fréquente. Même dans la victoire, la France avait payé un prix terrible. Cependant, la fin de la guerre apporta aussi des changements importants. L'un des plus grands fut l'accroissement du pouvoir royal. Avant le conflit, ce sont surtout les seigneurs locaux et la noblesse qui détenaient l'autorité. Mais pendant la guerre, le roi avait dû diriger, lever des impôts et lever des armées. Après le conflit, le peuple se tourna davantage vers le roi comme véritable dirigeant du pays. L'armée française avait elle aussi changé. Au début de la guerre, les batailles étaient dominées par les chevaliers à cheval, armés d'épées et protégés par leur armure. Mais à la fin, les victoires se remportaient grâce aux canons, aux armes à feu et aux fantassins organisés. L'ère des chevaliers touchait à sa fin et celle de la guerre moderne venait de commencer. En Angleterre, les conséquences furent tout aussi profondes. Le pays avait perdu presque toutes ses possessions en France. Autrefois, les rois anglais rêvaient de régner à la fois sur l'Angleterre et la France. Désormais, ils ne conservaient plus que Calais. C'était une conclusion amère après une si longue lutte. Le peuple anglais était en colère.
Il avait payé de lourds impôts et sacrifié de nombreuses vies pour la guerre. Et maintenant, sans rien à en tirer, il se retourna contre lui-même. À peine 2 ans après la fin du conflit, une nouvelle guerre éclata, la guerre des Deux Roses. Cette guerre civile entre familles puissantes allait déchirer l'Angleterre pendant des décennies. Le roi de l'époque, Henri VI, n'avait pas la force d'y mettre un terme. Monté sur le trône alors qu'il n'était encore qu'un bébé, il n'avait jamais montré le leadership de son père, Henri V. Calme, fragile, souvent malade, il semblait perdu et incapable de gouverner. Sans dirigeant fort, le royaume plongea dans le chaos. Même dans la défaite, l'Angleterre tira des leçons du conflit. Comme la France, elle commença à constituer une armée plus professionnelle. Elle entreprit également de réformer son gouvernement. La guerre avait prouvé qu'un roi ne pouvait pas gouverner seul. Il avait besoin de l'appui de conseils, de seigneurs et même de la voix grandissante du peuple. L'une des leçons les plus fortes de la guerre de Cent-Ans concernait l'identité. Avant, beaucoup d'habitants de France et d'Angleterre ne se voyaient pas comme faisant partie d'une nation. Ils étaient surtout loyaux à leur seigneur ou à leur région. Mais au fil du conflit, ils commencèrent à se sentir partie prenante d'un ensemble plus vaste. Ils se battaient non seulement pour un roi, mais pour leur pays. Cette idée, celle d'appartenir à une nation, ne cessa ensuite de se renforcer. La guerre fit aussi naître des légendes et des héros qui allaient traverser les siècles. En Angleterre, on raconta pendant longtemps les exploits d'Édouard, le prince noir, d'Henri V et des archers d'Azincourt. En France, la mémoire de Jeanne d'Arc resta vive. Elle devint un symbole de courage, de foi et de résistance. Bien qu'elle soit morte jeune, ses actions avaient contribué à sauver son pays, et elle demeurerait à jamais dans les mémoires. La guerre de Cent-Ans fit bien plus que décider qui gouvernerait tel ou tel territoire. Elle transforma la manière de faire la guerre. Elle façonna roi et royaume. Elle fit naître de nouvelles idées sur le pouvoir, la nation et la force. Et même si elle prit fin il y a plus de 5 siècles, ses échos résonnent encore aujourd'hui. Dans les drapeaux, dans les récits et dans la mémoire des peuples, cette guerre survit non pas seulement comme une histoire de combat sans fin, mais comme un rappel que les épreuves, le courage et l'espoir peuvent façonner le monde.